Mon invité ce matin est député de Paris et porte-parole du parti La République En Marche. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Face au mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à la télévision. Il a annoncé une augmentation du SMIC de 100 € en 2019. Ça concernera environ 2 millions de Français, un petit peu moins en réalité. Et le président a précisé que ça ne coûterait pas davantage aux entreprises. Ma question, comment ? Eh bien, pour cette augmentation du SMIC, en tout cas du salaire qui sera perçu par l'ensemble des salariés qui sont aujourd'hui au SMIC, eh bien, l'objectif, c'est vraiment que ça ne pèse pas plus sur les entreprises. Donc, on utilise la suppression de cotisations salariales, qui deviennent donc une charge pour l'État, et on n'est plus dans ce système assurantiel qu'on avait pour l'assurance chômage ou l'assurance maladie. Et puis, il y a l'augmentation de la prime d'activité. Donc là encore, l'État prend ses responsabilités pour augmenter la somme que chaque personne au SMIC perçoit à la fin du mois, sans que cela ne pèse sur les employeurs. Juste une question, il s'agit de 100 € net ou de 100 € brut ? Il s'agit de 100 € net dans la poche des personnes qui touchent le SMIC chaque fin de mois. Une question quand même, c'est quelques jours plus tôt, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait déclaré qu'elle excluait une augmentation du SMIC parce que ça détruirait des emplois. Maintenant, la réponse est partiellement trouvée puisque ça ne coûtera pas davantage aux entreprises. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Mais y a-t-il un couac au sein du gouvernement, un manque de coordination ? Absolument pas. La ministre du Travail nous dit que augmenter le SMIC ne doit absolument pas détruire des emplois parce que on a justement cette volonté première aussi de lutter contre le chômage et donc d'accompagner nos sociétés, nos TPE, PME qui sont notre vivier dans l'économie. Mais à côté de cela, on a ce besoin de faire en sorte que le travail paye mieux, parce qu'on l'a vu durant ces dernières semaines et on le sait depuis bien longtemps, beaucoup trop de personnes ont du mal à vivre dignement de leur travail et à boucler les fins de mois. Donc cette solution d'équilibre a été trouvée. On arrive à apporter une solution aux travailleurs sans pour autant que ça pèse sur les entreprises. Justement, vous avez utilisé le mot-clé, c'est fin de mois. L'idée, c'était de trouver des mesures de court terme pour répondre à cette colère des Gilets jaunes. S'agit-il vraiment d'une concession de la part d'Emmanuel Macron, d'une nouvelle mesure ou plutôt d'une accélération du calendrier ? Je m'explique, le président de la République avait promis en termes de pouvoir d'achat un 13e mois aux Français. Finalement, l'augmentation du SMIC, c'est ça ? C'est le 13e mois ? Ou c'est une accélération du calendrier ? Exactement, et on le répète depuis bien longtemps, on avait prévu un certain nombre de mesures qui permettaient pour une personne au SMIC de toucher un 13e mois d'ici la fin du quinquennat. Mais face à cette urgence économique et sociale, il a fallu accélérer le calendrier. Et ces mesures qui ont été proposées hier par le président de la République répondent à cette urgence. Les personnes ont besoin de mieux vivre demain, pas en 2022. Et donc on accélère, on fait mieux. Parmi les autres mesures annoncées également, la défiscalisation des heures supplémentaires, ça pourrait concerner environ 9 millions de Français. Tel que ça existait déjà sous Nicolas Sarkozy à partir de 2007, c'était à peu près 4,5 milliards d'euros. Une autre mesure également, c'est l'annulation de l'augmentation de la CSG pour les retraités qui sont à moins de 2 000 € par mois. Qui va payer toutes ces mesures-là ? Là encore, on est sur des mesures qui sont financées par l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette crise des Gilets jaunes, il y avait un certain nombre de situations extrêmement hétéroclite. L'objectif, c'est de toucher toutes ces situations, tous les actifs, ceux qui sont au SMIC, ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC, ceux qui sont des retraités, et pour chacun, ramener plus de justice sociale. Alors, ce sont des mesures qui sont en réalité financées, budgétées, car prévues dans notre programme. Il y a une accélération pour un certain nombre, donc bien sûr il va y avoir un coût supplémentaire. Olivier Dussopt l'a estimé à peu près 10 milliards d'euros. Bien sûr, cela veut dire que durant les prochains mois, clairement, on n'est peut-être pas sur un budget à l'équilibre. Mais les Français qui sont dans la rue aujourd'hui, eux-mêmes, ils n'ont pas de budget à l'équilibre. Donc, on va travailler sur un certain nombre de mesures pour rationaliser notamment les dépenses publiques, pour ramener cet équilibre. Mais notre urgence, avant tout, c'est ce que touchent les Français. Vous avez donné les chiffres d'Olivier Dussopt, donc, qui est membre du gouvernement. Ce matin, les Échos parlent d'au moins 11 milliards d'euros et un déficit en 2019 qui devrait être aux alentours de 3,5 au lieu de 2,8 comme promis par le gouvernement. Emmanuel Macron, face à l'état d'urgence économique et sociale, ce sont ces mots, a-t-il acté la mort de ses engagements européens, tout simplement ?
Ce n'est pas... En tout cas, de cet engagement-là, Laetitia Avia. Je pense qu'on est dans un décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'on accélère certaines mesures qui étaient prévues pour nous d'ici 2020 ou 2022. D'accord. Et donc, on décale dans le temps également un certain nombre d'engagements de réduction de la dette. Mais l'engagement est maintenu pour les années d'après. À partir de quelle année? 2020, 2021? Moi, j'ai envie de vous dire que dès demain, nous allons commencer à travailler sur un certain nombre de mesures qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs qui ont été fixés. Le plus important, c'est que chacun soit en responsabilité. Nous, parlementaires, auprès du gouvernement, on travaille sur la réduction des dépenses publiques et sur la dette. Et à côté de cela, on s'occupe avant tout de nos concitoyens. Un mot sur la méthode. Cette fois-ci, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait organiser un grand débat national sur de nombreux sujets avec les associations, les citoyens, les partis politiques, tout le monde, pour résumer plus ou moins. Quelle forme doit prendre ce débat? Est-ce qu'on est un peu sur la fin de Jupiter qui avait cette vision verticale du pouvoir et qui voulait agir vite? Désormais, y a-t-il un changement de cap, en tout cas de méthode? C'est le retour de la méthode En Marche. C'est aller au plus près des territoires, au plus près de chaque personne concernée pour travailler ensemble dans une concertation, pour trouver les solutions les plus adaptées à chacun. Quand vous dites la méthode En Marche, c'est par rapport au porte-à-porte que vous aviez fait pendant la campagne? Par rapport, justement, la grande marche que nous avions fait durant la campagne, ce que nous faisons encore aujourd'hui avec nos comités locaux et que nous voulons déployer sur l'ensemble du territoire. Mais lorsque vous dites que c'est le retour de la méthode En Marche, ça veut dire que jusqu'à présent, les 18 premiers mois, Emmanuel Macron avait oublié, écarté cette méthode En Marche? Non, je dirais qu'elle n'était pas la première utilisée. Parce que, et c'est normal, hein, quand on est en responsabilité, nous-mêmes à l'Assemblée, on a aussi un rythme qui fait qu'on avance sur des décisions et qui sont prises de manière centralisée. Le but, c'est de se dire que sur ces éléments de transition énergétique, d'urgence sociale, il va falloir trouver des éléments pour les concilier. Et cela se fait au plus près de chacun. On n'a pas les mêmes solutions quand on est dans les Pyrénées-Atlantiques ou en Moselle. Alors on va travailler avec les élus locaux, avec les associations, les Gilets jaunes, les partenaires économiques, les partenaires sociaux. On va faire des concertations. Tout le monde va échanger et autour des maires, c'est très important de faire ça autour des maires parce qu'ils assurent ce maillage territorial. Et à partir de là, on va sortir un certain nombre de solutions. Certaines seront des solutions extrêmement locales, d'autres seront des solutions qui seront portées à l'échelle nationale. Mais vous aviez déjà fait ce porte-à-porte pendant la campagne présidentielle. Et pourtant, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes 18 mois après votre arrivée au pouvoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous n'ayez pas vu venir cette crise des Gilets jaunes lorsque vous faisiez du porte-à-porte justement pour aller à la rencontre des Français? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'avait déjà pas marché à l'époque où il y avait ce porte-à-porte? Non, moi je vous dirais qu'on l'a vu, on l'a senti cette colère. Alors peut-être pas avec autant de force, de virulence et cette violence qu'on a pu sentir ces dernières semaines. Mais elle n'avait pas été prise en compte alors? Mais si elle a été prise en compte, et si vous prenez les éléments de notre programme, des éléments pour que le travail paye mieux, des éléments pour redonner plus de vie à la relation entre les citoyens et le politique, ce sont les deux piliers du programme de La République En Marche, et c'est les deux points que l'on retrouve principalement dans les revendications des Gilets jaunes. Ce qu'il faut, c'est faire vite, c'est faire mieux, c'est faire plus. Mais en tout cas, on est d'accord sur le constat. Emmanuel Macron, hier, a dit, je cite, « Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. » On voit tous très bien à quel propos il fait allusion. Ce qui a été annoncé hier, ça va impacter l'Élysée, le gouvernement, mais également La République En Marche, dont vous êtes porte-parole et qui est le premier parti, en tout cas le parti majoritaire en France. Finalement, ce parti, depuis les 18 mois, y a-t-il eu, s'il y a eu mea culpa hier du président chez La République En Marche, est-ce que vous faites également un mea culpa? Avez-vous péché peut-être par arrogance, peut-être à certains moments, ou par orgueil, dans la mesure où vous n'avez pas connu encore d'échecs ou de revers électoraux, vous n'avez connu qu'une seule victoire, parce que c'est un parti très jeune, la victoire de 2017. Avez-vous le manque d'expérience de l'échec électoral? Est-ce que c'est ça qui peut-être a manqué à La République En Marche et que vous essayez justement aujourd'hui de compenser? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chose dont nous sommes conscients et certains, c'est que si nous sommes entrés en responsabilité, c'est parce que les Français étaient mécontents avant tout et parce qu'ils attendaient un changement, et un changement avec énormément d'impatience et d'urgence. Moi, je comprends que dans le calendrier que nous avons mis en place,
eh bien, nous n'avons pas été à la hauteur de cette urgence. Nous n'avons pas été à la hauteur de cette impatience. Nous n'avons pas fait les choses assez vite, assez bien, avec toujours le même curseur, les Français. Peut-être qu'on est trop entré dans le schéma politique, dans le calendrier politique, et qu'on a oublié que nous qui venions de la société civile, eh bien, on pensait pas les choses de la même manière. Et ça, il va falloir absolument qu'on change. Il va falloir qu'on reste finalement ce que nous sommes avant tout, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui viennent du terrain, qui comprennent le quotidien, qui comprennent la vie de chacun et qui prennent leurs décisions en fonction de cela avant tout. Ma toute dernière question, Laetitia Avia, vous êtes députée de la République, 8e circonscription de Paris plus précisément. Vous, à titre personnel, qu'allez-vous changer dès demain ou qu'allez-vous mettre en place justement pour répondre à ces attentes que vous venez d'évoquer ? Moi, j'ai prévu d'écrire à l'ensemble des habitants de ma circonscription pour leur donner déjà ma lecture de ce qu'il s'est passé durant les dernières semaines et leur proposer, durant les 3 prochains mois, des rencontres régulières, toutes les semaines, pour qu'on puisse échanger, travailler ensemble. Je reçois régulièrement des emails avec des propositions. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on débatte de ces propositions. Il ne faut pas juste que moi, je les analyse seule dans mon bureau. On va faire ça ensemble avec tous ceux qui auront envie de le faire. Mais les propositions chez les Gilets jaunes sont parfois extrêmement variées, voire en opposition. Certains réclament plus de services publics et d'autres demandent moins d'impôts. Mais moins d'impôts, moins d'argent pour les services publics. On fait comment pour combiner, réconcilier ces deux facteurs, ces deux visions ? C'est justement dans ces échanges qu'on permet de mettre finalement en exergue ces contradictions et de voir quelles sont les priorités pour chacun et pour le plus grand nombre. De toute façon, on ne peut pas baisser les impôts sans baisser les dépenses, c'est certain. Alors baisser les dépenses, ça ne veut pas dire moins de services publics structurants, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les fondamentaux, en Outre-mer aussi. On a un socle qui ne bouge pas et ça, c'est certain. Après, on a d'autres sujets sur lesquels on peut peut-être rationaliser, mutualiser, organiser différemment dans les territoires. Et c'est ce que nous allons faire. En tout cas, nous avons à peu près 3 mois pour travailler ensemble avec les différents acteurs pour trouver des solutions qui seront des solutions territorialisées. J'insiste sur ce point. Merci Laetitia Avia d'avoir été mon invitée ce matin dans Les Échos. Je rappelle, députée de la 8e circonscription de Paris et porte-parole de La République En Marche.